On l'a attendu pendant des mois, voire des années. Enfin, un cadre clair pour la crypto qui arrive. Et ça va être le top départ du bull run. Bonjour à tous, ici Zephyr et on se retrouve pour le Morning Bull Run. On l'a évoqué hier, Gary Gensler n'est plus à la SEC, il nous a laissé la place et il a été remplacé par Gary Huyenda. Et on a déjà une première mesure qui va dans un sens en faveur de la crypto-monnaie qui a été mise en place. On a eu tout simplement un groupe de travail sur les crypto-monnaies qui a été lancé. Donc ce groupe de travail sur les crypto-monnaies, son but ça va être vraiment de déterminer un cadre clair à la juridiction de la crypto. Il faut comprendre que pendant plus d'un an, on a eu des acteurs institutionnels qui regardaient le marché crypto et qui ont été bien divertis entre les combats de la SEC contre XRP, de la SEC contre les ETF, qui les délayaient, qui les repoussaient. Et pendant longtemps, eh bien, ces acteurs institutionnels, ils attendaient une prise en maturité de ce marché crypto. Et sous Gensler, c'était compliqué. Mais d'ici quelques mois, eh bien, ils vont potentiellement pouvoir se positionner. Pourquoi ? Parce qu'ils auront justement ce fameux cadre clair qui est en train d'être construit sérieusement maintenant. Eh bien, ce qu'il faut comprendre également sur ces acteurs institutionnels, c'est que eux, que le Bitcoin soit à 10 000 $, à 100 000 $, ou à $1 million, ça ne leur change pas grand-chose puisque une grosse partie de leur business model eh bien, est basée sur les frais. Du coup, eux, arriver trop tard, entre guillemets, ou arriver tard dans le cycle, ça ne leur pose pas spécifiquement de problème. D'une part, parce que déjà, c'est eux qui créent le cycle, donc ils n'arriveront jamais trop tard. Mais d'autre part, eh bien, parce qu'ils sont payés non pas essentiellement à la performance, mais au volume d'échange. Du coup, pour ces acteurs, encore une fois, regardez le prix du Bitcoin, ça a très peu de sens. Par contre, regardez la conformité, regardez le cadre juridique, regardez est-ce qu'ils ne vont pas se faire strike par les États-Unis, par exemple, s'ils commencent à investir et à se développer massivement du côté de la crypto, ça c'est quelque chose qui est crucial. Et en bull run, eh bien, il y a deux types de profils. Il y a ceux qui vendent eh bien, leur crypto-monnaie dès qu'ils commencent à avoir un peu de performance et typiquement parce qu'ils n'ont pas les convictions sur le long terme d'attendre vraiment les grosses performances de prix. Donc ces personnes-là, typiquement, elles sortent avant qu'on ait ce genre de cadre et ce genre d'institution qui arrivent sur le long terme. Et le deuxième type de personnes, ça va être les personnes qui arrivent un peu plus tard dans le cycle, qui vont bénéficier de l'effet de hype et de bull run, et qui, eux, eh bien, vont faire plus de performance, mais vont perdre une grosse partie de leur gain, parce qu'ils pensent que ça va aller to the moon, ça va continuer à l'infini, et ça ne va jamais s'arrêter. Et du coup, pour éviter d'être dans l'un de ces deux groupes, donc pour développer la vision nécessaire à aller chercher ces grosses performances, en même temps comprendre eh bien, qu'il va falloir au bout d'un moment sortir, et ça va passer par plusieurs choses, ça va passer par de l'analyse technique, ça va passer par de l'analyse on-chain, et ça va également passer par des actualités quand on verra qu'il y a vraiment une adoption de masse en cours. Et pour ça, la seule chose que vous avez à faire, c'est vous abonner et être avec nous au quotidien. Et vous verrez, lorsque ce sera le moment de commencer à sortir, quand on commencera à sentir que le marché s'échauffe et commence à montrer des signes de retournement, et bien là, on vous préviendra et ce sera le moment de commencer à retirer progressivement ses positions dans un comportement toujours mature, serein. Encore une fois, on n'est pas là pour réagir émotionnellement au marché, mais pour se fier à de la data objective et prendre les actes en considération. Ensuite, deuxième actu, on a eu une augmentation des actions de MicroStrategy qui a été approuvée pour pouvoir financer des achats de Bitcoin. MicroStrategy donc qui continue massivement et qui ne s'arrête pas vraiment d'accumuler du Bitcoin, ça devient vraiment stratosphérique, on l'a vu hier, ils ont déjà plus de 2% de la supply totale, mais encore une fois, la supply totale, ce n'est pas la supply qui a un impact direct sur le prix. Le prix, il est modulé par l'offre et la demande, et l'offre et la demande, eh bien, c'est géré par l'argent qui bouge, donc la supply de Bitcoin qui est échangeable. Et cette supply qui est échangeable, elle est bien inférieure à 21 millions qui sont souvent annoncés comme la supply de Bitcoin. Et donc MicroStrategy, on voit ici plus de 2%, qui a un pouvoir extrêmement important sur Bitcoin. Et encore une fois, l'avantage c'est que pour l'instant, ça soutient et ça tracte le prix à la hausse. Mais si un jour ils décident de vendre, et s'ils le font surtout de manière agressive, eh bien ça pourrait déclencher un bear market. On n'en est pas encore là, pour l'instant c'est toujours bon signe, ils continuent vraiment une stratégie d'accumulation. Je pense qu'ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir tous les bitcoins qui soient. Mais ce qui est intéressant encore une fois, c'est de se dire, on l'a vu, le prix c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande c'est la supply qui est liquide, entre guillemets, qui est échangeable. Et si cette supply continue à diminuer, eh bien mathématiquement le prix est voué à augmenter tant qu'il y aura des gens prêts à acheter du bitcoin. Et on l'a vu, eh bien les institutions font partie de ces personnes qui sont prêtes à acheter du Bitcoin. Ensuite, on a Trump qui gracie Ross Ulbricht. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ross Ulbricht, c'est le créateur de Silk Road. Silk Road, c'était un site internet où vous aviez la possibilité d'acheter des choses illégales comme des armes, de la drogue, et tout simplement, ça pouvait se faire avec du Bitcoin. Cette personne, elle avait été condamnée à perpétuité,
et elle était en prison depuis plus de 12 ans actuellement pour avoir créé ce site de libre-échange qui utilisait le Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que elle a été incriminée pour vraiment la création d'un outil, et ça soulève un vrai débat. Est-ce que la personne qui a créé le couteau, eh bien, doit être tenue responsable pour tous les crimes qui ont été commis à l'arme blanche? Honnêtement, je suis pas sûr. Et ici, en l'occurrence, c'est vrai que on a quand même quelque chose qui a permis des activités illicites, qui a permis de l'achat de drogue, de l'achat d'armes, potentiellement du blanchiment d'argent, et en utilisant le Bitcoin. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'était une des toutes premières initiatives qui permettait d'utiliser concrètement du Bitcoin pour pouvoir acheter des actifs, pour pouvoir acheter des choses, des objets matériels du monde réel. Du coup, dans la communauté Bitcoin, eh bien, ce Ross Ulrich, il est vraiment considéré et perçu de manière plutôt améliorative. Il est vu comme quelqu'un qui allait dans le sens de la crypto, qui essayait et faisait des efforts, construisait de l'infrastructure, développait des sites pour pouvoir développer tout l'écosystème crypto. Et donc le fait qu'il ait subi et qu'il ait eu une sentence à perpétuité pour ses efforts de contribution à l'écosystème, c'est quelque chose qui était mal vu tout simplement de la communauté, et on attendait le fait qu'il soit sorti de prison. Et Trump, eh bien, après son investiture, a gracié Russell Bridge, donc après 12 ans de prison, eh bien, il lui a permis de sortir, et donc c'est maintenant un homme libre. On voit un Trump qui ici explique qu'il a appelé la mère de Ross pour lui expliquer que son fils, eh bien, était une personne qui supporte le mouvement libertarien. Donc voilà, encore une fois, il faut comprendre que c'est un acte politique de la part de Trump qui veut vraiment continuer à se mettre des gens dans la poche concrètement, mais il faut également reconnaître que, eh bien, c'est un acte qui va dans le sens, eh bien, des valeurs Bitcoin, des valeurs de la crypto-monnaie et de la décentralisation. Ensuite, on a Circle qui acquiert Hashnote. Donc qu'est-ce que c'est? Hashnote, c'est un fonds monétaire on-chain, donc qui utilise un yieldcoin, l'USYC. Faut comprendre que, en fait, tout simplement, c'est un fonds sur la crypto qui va utiliser des actifs du monde réel pour générer du rendement et qui va faire bénéficier de ces rendements aux détenteurs du SYC. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les RWA, donc les Real World Assets, donc les actifs du monde réel, c'est un narratif important en crypto, c'est quelque chose qui est un secteur clairement d'avenir et qui utilise la tokenisation. La tokenisation, c'est le fait de représenter un actif, donc par exemple, ça peut être une Ferrari, ça peut être une montre ou un immeuble, sur la blockchain. L'avantage, c'est que eh bien, la Ferrari, il vous fallait au moins 200 000 euros pour pouvoir l'acheter, mais si vous êtes sur la blockchain, vous pouvez acheter un petit morceau de la Ferrari pour seulement 5 $. Eh bien, ces actifs du monde réel qui vont vraiment générer une traction importante de capitaux vers l'écosystème, donc qui sont vraiment un narratif important pour les prochaines années, eh bien, ils permettent de générer du rendement, et c'est ce sur quoi ça se base l'USYC, et l'USYC qui donc était détenu par Hashnote, qui a été racheté par Circle. Circle, c'est eh bien l'émetteur de l'USDC. Vous connaissez probablement, si vous êtes un minimum dans la crypto, l'USDC, c'est un stablecoin, le deuxième stablecoin le plus utilisé, qui a d'ailleurs déménagé son siège social en Amérique l'année dernière. Donc on voit qu'on a un acteur qui est pionnier dans l'écosystème, qui est très important, qui est un mastodonte, hein, clairement, l'USDC, et qui continue de se développer à travers d'autres actifs. Donc ici, il rachète l'USYC, et donc ça va leur permettre de continuer à développer ce business de stablecoin, et ça, c'est une excellente nouvelle. Il faut vraiment comprendre que ça, c'est un exemple typique du fait que, eh bien, on est des institutions, des mastodontes qui s'intéressent vraiment au RWA et qui investissent massivement. Hein. Là, on ne parle pas de acheter quelque part, on parle de carrément racheter toute la société. Et les RWA, c'est vraiment un secteur d'avenir. Et les personnes qui ont compris qu'investir dans des projets peu capitalisés liés au RWA, ça peut être une source de revenus. Et c'est typiquement le genre de dossier qui va très bien performer pendant un bull run. Pas l'USDC, mais les pépites liées au RWA. Eh bien, ce sont typiquement ces profils-là qui vont avoir la vision nécessaire dont on parlait en début de vidéo et qui vont pouvoir tenir sur des performances haut de gamme et qui vont vraiment sortir grand gagnant de ce bull run. Et pour faire partie de ces personnes, pour avoir vraiment ces pépites, comprendre pourquoi ça en sont également, parce que ce n'est pas tout de les voir, c'est également important de comprendre ce qu'elles sont pour avoir la vision et encore une fois, le courage nécessaire, si je puis dire, pour tenir ces positions gagnantes avec un plan, bien sûr, il faut savoir prendre des profits petit à petit. Mais eh bien, pour faire partie de ces personnes-là, ça se passe dans le canal Telegram qui est en description, où on vous partage au quotidien toutes les pépites crypto, où on vous partage vraiment toute notre vision, toute la valeur que vous pouvez recevoir directement dans votre Telegram. Et enfin, on y arrive, la dernière nouvelle, on a énormément d'ETF crypto qui ont été déposés eh bien justement après l'investiture de Trump avec ce nouveau gouvernement de la SEC, donc c'est très important. Encore une fois, le fait que Gary Gensler soit parti et qu'on ait eu la fin de cette longue hostilité à l'égard des cryptos, eh bien qu'est-ce qu'on a maintenant? On a des fonds qui viennent un petit peu tester cette nouvelle SEC et donc qui sont venus déposer beaucoup d'ETF différents. On en a plus d'une trentaine qui ont été déposés d'un coup
après l'investiture de Trump. Et ce qu'il faut comprendre avec ça, eh bien, c'est que c'est pour tester les limites, pour voir vraiment lesquels vont être acceptés. Est-ce qu'il va y en avoir 10, 15, 20, 25? Est-ce qu'ils vont tous être pris? Et ici, on a même des ETF sur des nouveaux produits. Alors, je dois vous avouer que j'étais un petit peu surpris. Je m'attends à voir, bien sûr, des ETF sur des paniers crypto. Donc, par exemple, des paniers IA, des paniers RWA, sur peut-être le top 10, peut-être le top 50, peut-être des ETF qui répliquent toute la performance moyenne du marché crypto. Mais je ne m'attendais pas à voir un ETF sur Trump. Alors, une demande d'ETF, bien sûr, qui est une crypto-monnaie qui a moins d'une semaine. Donc ça, j'étais assez surpris pour le coup. Je me doutais qu'il y aurait des ETF Memecoin un jour ou l'autre, notamment Doge surtout, peut-être pas des moins capitalisés. On a eu des ETF sur Bitcoin, Ether, Solana, XRP, Doge, Bonk et Trump. Donc du coup, notamment des Memecoins qui ont été déposés auprès de la SEC. Et on va voir comment ça se passe. Et si vous voulez, ce qu'il faut comprendre sur cette histoire de Memecoin, c'est que selon moi, il y a deux types de personnes vis-à-vis des Memecoins. Puisque j'entends beaucoup dire autour de moi que les Memecoins, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas des projets dans lesquels il faut investir. Il y a du vrai et du faux là-dedans. Il faut comprendre que les Memecoins, c'est vraiment la matérialisation de la tendance humaine à vouloir se regrouper dans des communautés. Et du coup, pour moi, vous avez les gens qui aiment bien les Memecoins ici et les gens qui n'aiment pas les Memecoins. Les gens qui aiment bien les Memecoins, il y a les teubés qui comprennent rien à la crypto et qui disent les grenouilles, c'est génial. Donc ça, évidemment, j'imagine que vous n'êtes pas là-dedans. Et il y a les personnes qui ont compris qu'en fait, c'est pas une question d'aimer ou pas les Memecoins, mais qui ont compris que c'était la chose la plus simple à comprendre pour une personne qui n'est pas dans l'écosystème crypto, et que donc forcément, en bull run, ça va marcher. Et donc si on arrive à trouver les bons Memecoins, si on arrive à trouver des choses qui vont attirer l'attention des gens pendant un bull run, c'est la source notamment possible de performances intéressantes. Et ici, on a une grosse majorité des personnes au milieu qui disent que les Memecoins ne sont pas des projets sérieux, que ça ne va pas performer, que ça n'a aucune raison d'être et qui ne comprennent pas pourquoi ça marche, alors qu'on a des projets très sérieux qui performent moins bien, surtout dans une phase un petit peu plus tôt sur ce cycle. Donc vraiment, ça c'est vraiment comprendre pourquoi les Memecoins sont intéressants ou non. Et pour moi, vraiment, la clé au milieu de tout ça, c'est de comprendre que les Memecoins, c'est la matérialisation dans l'écosystème crypto de la tendance humaine à vouloir se regrouper en communauté. Et donc du coup, ces communautés, elles vont être cruciales pour le bull run. Et j'ai envie de savoir dans quelle communauté vous êtes en termes de Memecoin. Donc dites-moi dans les commentaires si vous penchez plus pour les chiens, pour les chats ou pour les grenouilles. On va faire des équipes. Si vous voyez un commentaire avec l'équipe que vous soutenez, mettez un like. Comme ça, ce sera plus simple pour qu'on s'y retrouve. Et comme ça, on va pouvoir voir un petit peu qui vont gagner entre les chiens, les chats et les grenouilles. Voilà pour ce point actu. On se retrouve directement avec Apollo. Merci Zéphyr et bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point technique et j'espère que vous allez très bien ce matin. Alors aujourd'hui on va parler évidemment de Bitcoin, Ethereum et on ira faire un tour également sur le market cap des altcoins en excluant le top 10, donc les petites capitalisations, puisqu'il se passe des choses vraiment très intéressantes à ce niveau-là. Alors concernant Bitcoin, donc on se retrouve ce matin avec un Bitcoin à environ 106 000 $. Ce qui est intéressant à constater, c'est que on est potentiellement en train de faire donc une bougie avec une clôture qui viendrait faire une clôture en ATH, ici qui serait donc sur la clôture la plus haute que l'on ait jamais eue de manière historique sur Bitcoin. Donc ça c'est vraiment extrêmement bullish. On peut voir que on est très clairement en train de bien réagir sur notre zone de support. On va descendre sur du daily pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc pour faire le résumé de ce qui s'est passé, on a eu cette trendline. Ce que je vous ai expliqué, c'est que ici, on arrivait sur donc la troisième touche, on arrivait à maturité pour notre trendline et on pouvait très clairement s'attendre à aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a été chercher l'ATH ici. Évidemment, on a bien réagi, comme je vous l'ai dit, sur le mur de vente qui va être assez compliqué à passer sur du court terme ici. Donc on a bien réagi ici. On a réintégré le range en venant se trouver support tout simplement sur notre trendline ici, donc retesté par le haut et également sur notre équilibrium de cette phase de consolidation. Donc tout simplement les 50% de la phase de consolidation. Et si on regarde ce qui s'est passé hier, ça c'est vraiment très intéressant également à constater, c'est que sur la clôture de la journée d'hier, on a clôturé en ATH. Vous voyez, si on compare les niveaux entre ces corps-ci et le corps de la journée d'hier, c'est vraiment très subtil, mais on a effectivement clôturé en ATH ici. Donc ça, pareil, vraiment très bullish. Alors, j'ai vu dans les commentaires que donc une personne nous disait que sur la journée de lundi, on avait une bougie en sweep and close qui s'était formée. Oui, effectivement. Donc ça, c'est un pattern. Vous voyez, on vient mécher et on vient clôturer à l'intérieur du range de la bougie, du corps de la bougie précédente. Donc
Effectivement, ça c'est un pattern qui est plutôt baissier. Maintenant, il faut prendre en compte vraiment tout le contexte. On voit que, encore une fois, la pression reste très très forte à l'achat. On a bien réagi sur notre zone ici. Donc oui, sur le court terme, on pourrait continuer à retracer un petit peu plus profondément, aller chercher cette liquidité, même pourquoi pas retourner sur le bas du range avant de remonter. Mais globalement, on est dans une nouvelle structure qui est haussière et on est vraiment tourné vers une continuation du cycle. Je penche plutôt sur des probabilités tout simplement de repartir à partir de cette zone. Donc plutôt d'avoir en fait une espèce de contraction de la volatilité, une contraction comme ceci avant de s'extraire de la zone pour de bon. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team verte ou team rouge. Je sais qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont toujours tournées vers ce scénario. Donc vraiment, dites-moi si vous avez changé d'avis potentiellement. C'est tout à fait possible. Ou si vous êtes comme moi plutôt team verte à partir d'ici. Avant de passer à Ethereum, les Taurus, si vous désirez profiter d'un maximum de valeur quotidienne gratuitement, rejoignez notre canal Telegram Trading. Le lien est en description de la vidéo. Ok, donc maintenant au niveau d'Ethereum, on a donc sur cette semaine une bougie potentiellement bullish qui est en train de se former. Si on revient sur la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu effectivement ce pattern en sweep and close. On est venu prendre la liquidité sous tous ces points bas et on est venu réagir sur notre zone clé. Maintenant, cette semaine, on est toujours à l'intérieur du range de la semaine dernière, entre ce plus bas et ce plus haut. Et si on descend sur du daily, c'est là où ça devient vraiment très intéressant, c'est qu'on a cette espèce de triangle de compression qui est en train de se former comme un entonnoir. Et vous voyez qu'on arrive au bout de l'entonnoir. En fait, c'est comme une cocotte minute. La pression monte. On est en train de consolider sur cette zone. Et à un moment, ça va tout simplement exploser, soit à la hausse, soit à la baisse. Ici, on est plutôt tourné vers une explosion haussière. Maintenant, encore une fois, sur du court terme, on pourrait très bien redescendre sur ces points bas, venir mécher une dernière fois, chercher cette liquidité avant de remonter. Et évidemment, ça va pas forcément remonter en ligne droite, comme ça, c'est pas ce qu'on envisage. C'est plutôt progressivement aller chercher les niveaux de vente, réagir sur ces niveaux-ci, tac, avant tout simplement de trouver support et là d'avoir une vraie explosion à la hausse. Donc voilà, avant vraiment d'avoir une belle expansion haussière, il va falloir aller chercher tous ces niveaux. Et vous voyez qu'également ici, on a cette trendline avec cette troisième touche donc, qui arrive à maturité. On a bien fragilisé ce niveau de résistance dynamique. Là, on peut s'attendre à aller chercher des niveaux plus hauts sur Ethereum, sur du court moyen terme. Maintenant, encore une fois, ça serait pas étonnant, tac, d'aller chercher ce niveau avant de remonter. Ok. On va terminer avec le market cap des altcoins en excluant le top 10. Donc, on n'a toujours pas été chercher notre ATH. C'est la même chose que sur Ethereum. On est dans cet énorme triangle ici. Donc, on vient avoir une contraction de la volatilité potentiellement. Alors, ça ne durerait pas aussi longtemps, mais vous avez compris l'idée. Et si on descend sur du daily, on a un plus petit triangle, là encore, de compression. Pareil, on voit qu'on a notre trendline, notre borne haute du triangle de compression ici, avec cette troisième touche. On est entre ce niveau de support, cette zone, et cette zone de résistance. Vous voyez qu'on fluctue entre ces niveaux, comme ceci. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, tout simplement, ça va casser. Maintenant, on garde à l'esprit qu'on a ce niveau potentiellement de liquidité à aller chercher sur du court terme. Donc, on a un petit peu ces deux scénarios. On pourrait très facilement aller chercher ce niveau-ci avant de repartir sur des plus hauts. Maintenant, c'est pas du tout obligatoire. On pourrait très bien venir casser, tac, et tout simplement repartir sur des plus hauts, aller nous faire enfin cet ATH. Donc là, très clairement, il se passe des choses tout simplement très intéressantes sur les altcoins. Une alt season clairement d'anthologie qui est en train de se préparer. Donc je pense qu'on n'est clairement pas au bout de nos surprises avec ce marché. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous savoir si vous avez eu une information utile dans cet épisode en mettant un like en guise de réponse. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être certain de ne rien manquer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.